Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va parler des secrets du Pianto. Donc le Pianto est un produit fantastique qui apporte énormément d'avantages à notre santé depuis de très nombreuses années et aujourd'hui je vais vous en dévoiler les secrets. Donc, mon nom est Julien Masset, je suis directeur de Pianto, je suis également microbiologiste et je vais vous expliquer en quoi ce produit est essentiel. Pourquoi ce produit va apporter autant d'effets bénéfiques sur notre santé. Mais avant de parler du produit et du processus de fabrication, il est important de parler de notre microbiote. Parce que vous allez voir que les effets du Pianto vont notamment se passer via notre microbiote, via l'effet bénéfique sur notre microbiote. Alors, il y a plusieurs années, des scientifiques ont montré l'importance du microbiote et de ce lien avec notre santé. C'est ainsi qu'il y a une vingtaine d'années, on a commencé à pouvoir lier des déséquilibres de notre microbiote avec des inconforts de santé. Alors au début, ça a bien sûr extrêmement surpris. On s'est demandé aussi quel était l'œuf et quelle était la poule. Donc, c'est-à-dire, est-ce que c'est le problème de santé qui entraîne des problèmes sur le microbiote ou est-ce que c'est le microbiote qui entraîne des problèmes de santé? Aujourd'hui, on commence à comprendre que c'est vraiment le microbiote qui va entraîner toute une série de problèmes de santé. Alors, ce microbiote, donc, c'est une série de bactéries qui sont présentes dans notre tube digestif et on pourrait logiquement comprendre que des bactéries dans notre tube digestif puissent entraîner des problèmes de santé dans notre tube digestif également. Ce qui est beaucoup plus surprenant, c'est de s'imaginer, c'est de comprendre que ce microbiote, lorsqu'il est dérégulé, peut avoir des effets sur l'ensemble du corps, pas uniquement le tube digestif. C'est ainsi qu'on a pu commencer à lier ce déséquilibre avec des problématiques comme l'asthme, comme le diabète, comme l'obésité. Donc toute une série de problématiques auxquelles on n'aurait pas forcément pensé tout de suite à les lier à une dérégulation du microbiote. Donc ça a ouvert pas mal d'interrogations. On s'est posé beaucoup de questions sur d'où venait cette dérégulation, qu'est-ce qui était un bon microbiote. Vous allez voir qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément toutes les réponses, mais on a quelques pistes. Et je vais vous donner les dernières nouvelles à propos de l'évolution des recherches sur ce microbiote. Alors pour comprendre pourquoi ce microbiote est aussi important, en fait, il faut regarder un petit peu sa position anatomique. En fait, le microbiote est situé dans une région très particulière. Il est situé dans notre tube digestif. Déjà, le microbiote représente une quantité de bactéries extrêmement importante. Il y a plus de bactéries dans notre tube digestif que de cellules humaines dans le reste du corps. Donc ça vous donne déjà l'importance de ce microbiote. Mais en plus, il est situé dans une région, le tube digestif, qui contient énormément de neurones et de neurotransmetteurs. Il y a autant de neurones dans votre tube digestif que dans un cerveau de chat. Donc vous imaginez bien la quantité, et on sait qu'il y a beaucoup trop de neurones que pour justifier la digestion. Ces neurones vont intervenir dans d'autres processus. Donc déjà, neurotransmetteurs, neurones, microbiote. Mais en plus, on a une troisième couche, qui est le système immunitaire. Près de 80% du système immunitaire est concentré dans votre tube digestif. C'est assez logique. Votre tube digestif est un endroit de passage où beaucoup de choses vont être absorbées. Il est important de vérifier que ce qui est absorbé est bon pour le corps et que ce qui peut causer des problèmes de santé est rejeté, n'est pas absorbé. Donc il est tout à fait logique que le système immunitaire, qui est notre système de défense, soit situé à ce niveau. Mais donc on a ainsi trois systèmes qui vont être étroitement liés et qui vont ensuite collaborer. On le sait, chacun des systèmes va discuter avec l'autre. C'est ainsi que lorsqu'il y a un déséquilibre sur le microbiote, on peut avoir une répercussion sur le système immunitaire qui peut aussi avoir une répercussion sur le système nerveux de notre tube digestif, qui lui-même est en connexion avec le système nerveux central, donc le cerveau notamment, et donc va communiquer par ce mécanisme. Et donc c'est comme ça qu'on peut expliquer ces différents problèmes qu'on vient de voir. C'est ainsi que, par exemple, le stress
peut être lié au microbiote. Via ces différents mécanismes, eh bien, il peut y avoir une connexion qui se fait entre des zones qui nous semblent fortement séparées, le tube digestif et le système nerveux central. Alors, quand on commence à comprendre l'importance de ce microbiote pour notre santé, la première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'un bon microbiote? C'est assez logique de se dire, mais qu'est-ce que je dois faire pour avoir un bon microbiote? C'est deux choses très importantes et auxquelles on n'a pas forcément de questions. Pendant très longtemps, on a parlé de bonnes ou de mauvaises bactéries. On a parlé de probiotiques. Mais honnêtement, pour un microbiologiste, parler de bonnes ou de mauvaises bactéries, c'est pas tout à fait correct. Une bactérie peut être bonne ou mauvaise en fonction de la situation dans laquelle elle se trouve. Donc, il faut essayer de creuser et de trouver une solution un peu plus intéressante, une explication un peu plus intéressante pour expliquer ce que c'est un bon microbiote. Alors, avant de parler de ce que c'est un bon microbiote, il faut un petit peu regarder ce que c'est une bactérie. Donc, dans notre tube digestif, nous avons des bactéries, mais voilà, c'est un terme qu'on connaît tous, mais qui est parfois difficile à définir. Pour faire très simple, une bactérie est un micro-organisme extrêmement simplifié. Donc, par rapport à une cellule humaine, elle va pouvoir faire des choses beaucoup plus restreintes. Donc, son métabolisme, ses capacités, donc ses outils vont être beaucoup plus simples qu'une cellule animale, par exemple. Mais ce n'est pas pour ça que le microbiote est simpliste. En fait, la complexité du microbiote va venir par la multiplication des bactéries. En fait, une bactérie va communiquer et va donner des éléments à une deuxième bactérie. C'est ainsi que lorsqu'une première bactérie produit un déchet, eh bien ce même déchet peut être considéré comme un substrat, comme une nourriture pour une deuxième bactérie. Et donc, c'est comme ça qu'on se rend compte de l'incroyable chaîne de réaction qu'on peut avoir. À partir d'un élément, eh bien, plusieurs bactéries peuvent agir, peuvent interagir, peuvent avoir une chaîne de réaction qui va conduire à des éléments auxquels on n'aurait pas pensé et qui seraient beaucoup plus complexes. Et donc la complexité du microbiote ne vient pas d'une ou l'autre bactérie, mais de l'ensemble des bactéries et des interactions que ces bactéries vont avoir l'une avec l'autre. C'est ainsi que le substrat, donc la nourriture d'une bactérie, comme je disais, va servir à être mangée, elle va être dégradée, ce substrat va être dégradé, mais des bactéries peuvent également produire des éléments plus complexes. Ces éléments plus complexes peuvent également être ingérés par une deuxième, voire une troisième, voire une quatrième bactérie pour produire encore des éléments soit plus simples, soit plus complexes. Et donc c'est comme ça qu'on a une multitude de possibilités. C'est ce qui rend la chose aussi compliquée. C'est le fait qu'on a des milliers de bactéries différentes et que ces bactéries vont communiquer, vont interagir, et que même si on peut étudier une, deux, trois ou quatre bactéries, eh bien, étudier cet ensemble de bactéries est beaucoup plus compliqué. C'est la raison pour laquelle nous ne connaissons pas encore beaucoup de choses. Nous ne comprenons pas correctement le microbiote au jour d'aujourd'hui. Et parmi les éléments qui sont produits par les bactéries, on peut retrouver de nombreuses choses. On peut retrouver, par exemple, des enzymes, donc des outils qui vont permettre de découper des molécules plus complexes. On peut également imaginer la production de vitamines par les bactéries, donc des vitamines totalement naturelles qui sont produites de manière interne, si vous voulez, à votre tube digestif. Et puis, vous avez également toute une série de molécules qu'on regroupe sous le nom d'acides gras à chaîne courte. Alors, c'est un nom un peu barbare, mais qui est extrêmement important parce que pas mal d'éléments de communication entre le microbiote et le reste du corps va passer via ces acides gras à chaîne courte. Pour vous donner un ordre de grandeur, 60% de l'énergie de votre côlon vient des acides gras qui sont produits par votre microbiote. Donc, c'est-à-dire que si il n'y avait plus de microbiote, eh bien 60% de l'énergie consommée par votre côlon ne serait plus disponible. Et donc c'est pour ça que
un régime pauvre en fibres qui entraîne peu de production d'acides gras va entraîner à long terme des problèmes importants au niveau de votre côlon. Alors, parmi les premières personnes qui ont étudié le microbiote et les bactéries, ou qui se sont rendues compte de l'importance des bactéries, eh bien, on a un scientifique russe, je ne vais pas essayer de prononcer son nom, mais qui, au début du XXe siècle, a observé que certaines bactéries pouvaient avoir des effets très positifs sur la santé. C'est notamment lui qui a commencé à parler d'effets probiotiques, ou qui a lancé ce concept. C'était peut-être pas le nom utilisé, mais l'idée derrière ce concept était exactement le même. Alors, je vous disais que c'était un des premiers scientifiques à avoir identifié les bactéries positives. Maintenant, il faut être tout à fait honnête. Il y a de nombreuses médecines ancestrales, médecine chinoise, médecine ayurvédique, qui avaient déjà identifié l'importance du tube digestif sur notre santé. Alors, ils ne savaient pas que c'était via des bactéries, mais ils avaient déjà compris que cet endroit était au centre d'une bonne santé. Alors, je vous disais qu'on a souvent parlé de bonnes ou de mauvaises bactéries. C'est un peu réducteur, même fortement réducteur, puisque, comme je vous disais, une bonne bactérie peut être mauvaise ou bonne en fonction de sa situation, de son environnement. Mais voilà, c'était le moins mauvais des systèmes de représentation qu'on avait pour imaginer l'importance du microbiote. Et donc, aujourd'hui, on a de nouvelles informations qui nous permettent de voir le microbiote sous un autre angle. Alors, parmi les concepts qui permettent d'expliquer le microbiote, ce que c'est un bon microbiote, eh bien, la diversité microbienne est vraiment un concept très intéressant que j'apprécie nettement plus que les bonnes et les mauvaises bactéries. Alors, la diversité microbienne, en fait, basiquement, on peut dire que c'est plus il y a de bactéries diversifiées dans votre tube digestif, mieux il se porte. Plus ce microbiote serait équilibré. En fait, d'où vient cette idée ? En réalité, il y a quelques années, on a commencé à séquencer le microbiote intestinal, donc à mesurer les gènes, et on s'est rendu compte que plus on avait de gènes différents dans notre microbiote, donc, qui était le reflet d'une diversité microbienne, eh bien, moins le risque d'obésité était important. Donc, en fait, les scientifiques ont regardé des personnes obèses et des personnes non obèses, ont comparé leur microbiote et se sont rendus compte que, statistiquement, dans les personnes non obèses, il y avait une diversité microbienne plus importante que chez les personnes obèses. Alors, cette réflexion, cette analyse a amené énormément de discussions, mais a pu être validée par le futur. Et cela fait plusieurs années maintenant que ce sont des données qui sont clairement validées par la communauté scientifique. En fait, vous voyez sur ce graphique deux parties. Donc, vous voyez la partie verte qui représente les personnes non obèses, en jaune les personnes obèses, et on voit qu'il y a un pic chez les personnes obèses avec une diversité génétique plus faible. Et statistiquement, les personnes non obèses ont un nombre de gènes différents beaucoup plus important que les personnes obèses. Alors, ces données sur la diversité datent d'il y a 5 à 7 ans, mais aujourd'hui, on a des données encore plus récentes qui apportent un regard neuf sur l'importance de cette diversité microbienne. Alors, ces données datent d'il y a 2-3 ans maintenant, et personnellement, ont changé énormément de choses dans ma vision du microbiote. Et j'aimerais partager cette étude avec vous. Alors, l'idée de cette étude, c'était les scientifiques voulaient comparer le microbiote entre différentes populations. Une population, ils ont pris donc les États-Unis, parce que c'était des scientifiques américains, une population qui avait une alimentation occidentalisée, comme on la connaît ici également, qui était pauvre en fibres, riche en sucre, et qui a voulu comparer ce microbiote avec une population qui avait un régime ancestral. Donc ils ont été rechercher des tribus en Tanzanie qui avaient un mode de vie ancestral, enfin comme on pense que nos ancêtres vivaient, et ils ont comparé
leur microbiote. Alors ils ont également pris une troisième population, au Malawi et au Venezuela, qui était une population intermédiaire entre les deux. Alors, ce qu'ils ont découvert est extrêmement intéressant. Ils ont représenté sous ce graphique, en fait, les différentes bactéries qu'on avait dans notre tube digestif. Donc, chaque ligne que vous voyez sur ce graphique, c'est un type de bactérie qui est représenté. Et chaque bactérie, en fait, est représentée sous trois couleurs différentes, soit rouge, soit jaune, soit vert, en fonction de son abondance dans le tube digestif. Donc rouge, c'est que la bactérie est présente en forte quantité, jaune en quantité moyenne, vert en faible quantité. Et la dernière barre en noir, en fait, c'est chaque fois qu'il y a une bactérie, il y a une ligne qui est tracée sur ce graphique. Et ce qu'on constate, déjà, c'est que les populations qui vivent de manière ancestrale, eh bien, ont une diversité microbienne beaucoup plus importante, vont avoir une quantité de bactéries différentes nettement plus importante. Et les bactéries qui sont présentes majoritairement en faible quantité. Donc, vous avez une grande diversité entre les différentes bactéries. Puis, quand on regarde les populations occidentalisées, enfin qui ont une alimentation occidentalisée, eh bien on constate malheureusement qu'il y a une perte de diversité et que les quelques bactéries qui sont présentes en plus grande proportion, malheureusement. Donc, il y a clairement une perte de diversité et les chercheurs dans cette étude expliquaient que c'était certainement l'origine d'un grand nombre de maladies de nos civilisations actuelles. Donc, tout ça pour vous dire que l'alimentation va avoir un énorme impact sur notre microbiote. Déjà, si vous voulez savoir ce qu'on peut faire pour améliorer ce microbiote, c'est assez simple, manger des fibres, manger donc des légumes, des fruits. C'est assez basique, on le répète tout le temps, mais on ne le répétera jamais assez. Ce sont vraiment des aliments qui vont apporter des fibres, qui vont apporter des aliments à notre microbiote, qui va se nourrir et qui va augmenter cette diversité. La suraseptisation de nos environnements est également un problème. En fait, il faut savoir que notre microbiote se nourrit de notre microbiote extérieur, du microbiote extérieur. Et donc, si on passe son temps à nettoyer, à tout aseptiser, eh bien, le microbiote qu'on va récupérer de l'extérieur sera beaucoup plus pauvre et donc cela va diminuer cette diversité. C'est notamment pour ça que des enfants qui vivent à la campagne vont avoir un microbiote beaucoup plus diversifié que des enfants qui vivent à la ville. Donc là aussi, c'est quelque chose d'important à prendre en compte dans la façon d'améliorer notre microbiote. Vous aurez donc compris qu'il était extrêmement important de retrouver une diversité du microbiote pour avoir une santé sur le long terme équilibrée. Maintenant, la question, c'est comment améliorer cet équilibre. On a parlé de l'alimentation, mais je vais vous présenter le Piento, qui va notamment avoir des effets très importants au niveau de ce microbiote. Alors, nous venons de voir que ce microbiote est extrêmement important, qu'on peut le considérer quasi comme un organe, qu'il a un impact immense sur notre santé. Maintenant, la question, c'est de savoir comment l'améliorer. Donc, on a parlé de l'alimentation, de l'environnement, mais il existe des produits qui permettent d'améliorer également la richesse, la diversité du microbiote. Et pour cela, le Piento est un excellent produit. Le Piento va faire d'autres choses que uniquement le microbiote, mais c'est quand même une de ses grandes forces et on va voir pourquoi. Alors, lorsqu'on parle de Piento, on aime parler de bioactivité maîtrisée, parce que vous allez voir que lors du processus de fabrication du Piento, tout est fait pour augmenter sa biodisponibilité, en fait, l'action qu'il va avoir sur notre corps. En fait, lorsque vous ingérez quelque chose, il faut savoir que ce n'est pas pour ça qu'il va être actif. Il pourrait très bien passer le tube digestif et être éliminé. Ce qui est important, c'est la proportion de produit qui va être ingéré et qui va être absorbé par l'intestin. Et pour cela, le Piento est clairement un des meilleurs produits puisque sa biodisponibilité est maximale. Alors, comme pour le baie Saint-Joseph, la production du Piento va se dérouler en 3 étapes. Donc, des étapes assez proches, mais qui vont quand même avoir des effets fort différents et une action finale du produit très différente. Alors, la première étape, c'est l'étape de fermentation. Donc ici, on va fermenter des bactéries
dans le baie Saint-Joseph, on était sur des levures. On va fermenter des bactéries avec un substrat particulier qui est la betterave. Ensuite, on va passer à l'étape de lyse cellulaire et finalement l'étape de concentration. Donc là, de nouveau, le but, ça va être d'une étape de fermentation, d'optimiser cette étape de fermentation par 2 autres étapes qui vont permettre de lyser et de concentrer le produit. Alors, l'objectif de ces différentes étapes, ça va être de libérer les différents principes actifs produits lors de la fermentation. Donc on va libérer énormément d'acides aminés essentiels, donc des acides aminés que nous ne sommes pas capables de produire, que nous devons ingérer par l'alimentation. Nous allons également produire des enzymes, des vitamines naturelles grâce à ce processus. Et donc le but ultime de ce processus, ça va être d'augmenter la biodisponibilité de ces nutriments, c'est-à-dire la proportion de ces nutriments et micronutriments qui vont réellement être absorbés par la barrière intestinale. Alors, la première étape consiste en une fermentation de betterave. Donc, des bactéries lactiques vont être mises en contact avec de la betterave rouge, qui va permettre de dégrader cette betterave et de produire des principes actifs. Alors, le but de ce processus est multiple. Déjà, diminuer la quantité de sucre, augmenter la biodisponibilité de la betterave, c'est une sorte de prédigestion, si vous voulez. Et on va également avoir une libération de différents éléments. On a parlé de vitamines, d'enzymes, d'acides aminés essentiels, d'antioxydants grâce à cette étape de fermentation. Alors, la raison pour laquelle nous avons choisi la betterave est assez simple en fait. Cette betterave, c'est un ingrédient qui va contenir énormément de principes actifs, notamment d'antioxydants, de polyphénols qui sont extrêmement intéressants pour la santé. Donc, c'est déjà un substrat idéal à la base, mais combiné à cette étape de fermentation, on va vraiment atteindre des sommets en termes de qualité de produit. On le verra à la fin. Alors, durant l'étape de fermentation, on va notamment produire ces fameux acides gras à chaîne courte dont on parlait précédemment. Donc, ces acides gras à chaîne courte sont essentiels, vont être absorbés, vont pouvoir envoyer des signaux de communication au reste du corps, vont également pouvoir être consommés par le corps et un substrat énergétique extrêmement important, notamment pour les colonocytes. Donc, ces acides gras sont produits lors de l'étape de fermentation, vont être concentrés dans le produit final grâce aux différentes étapes qui vont suivre. Alors ces différents acides gras à chaîne courte en fait sont produits par la dégradation des fibres. Donc les fibres vont être consommées par les bactéries. Les bactéries vont produire ces acides gras à chaîne courte qui vont être absorbés et qui vont notamment aller jusqu'au cerveau, au foie, tous les organes du corps humain vont pouvoir avoir un impact sur notre santé. On sait par exemple que certains acides gras à chaîne courte vont influencer notre stress, vont diminuer notre stress ou le stress que nous ressentons. Donc ce sont des éléments essentiels à une bonne santé tout simplement. Et donc cette étape de fermentation va permettre d'élaborer toute une série de micronutriments. Ce serait impossible de les lister tous. C'est la magie de la nature, même si ce n'est pas de la magie, mais toutes ces bactéries vont produire une série de nutriments, micronutriments, parfois en très très faible quantité, mais qui sont suffisants pour avoir un effet significatif sur notre santé. Et donc, de par cette étape de fermentation, nous redonnons la liberté aux bactéries. Donc, on ne se contente pas de donner une bactérie à quelqu'un sans savoir l'effet qu'aura cette bactérie. Non, on va la mettre avec un substrat intéressant, la betterave, pour produire des micronutriments qui, eux, seront essentiels à notre santé. Alors, nous avons parlé de la première étape, la fermentation. Maintenant, nous avons la seconde étape. Donc, durant cette seconde étape, nous allons avoir une étape de lyse cellulaire qui va consister à détruire les bactéries et les substrats qu'elles ont produits. Donc, un traitement assez puissant va être appliqué sur ce substrat, sur ce mélange. Nous allons monter la température à plus de 100 degrés.
Tous les éléments qui ont été produits vont être alors découpés en petits morceaux. Donc les protéines vont être découpées en acides aminés, les membranes vont être cassées. Donc, le but de cette étape, ça va vraiment être de retrouver des molécules élémentaires qui seront facilement assimilables. Donc vraiment l'objectif du Piento, ça va être d'augmenter la biodisponibilité, donc l'assimilation, la quantité d'éléments qui vont être réellement absorbés. Pour cela, il n'y a pas de secret, il va falloir découper en tout petits morceaux toutes ces molécules pour qu'elles soient facilement et rapidement assimilées par la barrière intestinale. Alors, nous avons parlé des éléments qui vont être absorbés par notre barrière intestinale, mais cette étape de lyse va également produire un substrat idéal pour notre microbiote. Donc ce microbiote, nous allons lui fournir toute une série de molécules bioactives, facilement consommables, je vais dire, par les bactéries, ce qui va favoriser la diversité microbienne. Donc, je vous rappelle, c'est vraiment ça l'objectif au niveau du microbiote, c'est augmenter la biodiversité, la diversité microbienne. Eh bien, c'est notamment par cet effet qu'on pourrait appeler prébiotique, donc fournir un aliment de base pour les bactéries. Et cette étape de lyse va exactement faire cela, va donner toute une série d'éléments pour notre microbiote, pour qu'il se développe, pour qu'il se diversifie. Alors, durant cette seconde étape, nous allons également rajouter du magnésium au produit. Le magnésium a un rôle extrêmement important au niveau de la santé. Il va agir sur toute une série de réactions biochimiques, notamment au niveau énergétique. Et c'est un nutriment essentiel à la santé. Le problème du magnésium, c'est sa biodisponibilité. Il existe différentes formes de magnésium et elles ne sont pas toutes équivalentes. Elles n'ont pas forcément toutes la même biodisponibilité. Alors, dans ce cas-ci, nous allons utiliser de l'oxyde de magnésium. Alors, pour les plus pointus d'entre vous, vous saurez certainement que l'oxyde de magnésium n'est pas, sur le papier, la source de magnésium la plus biodisponible. Pourtant, dans le Piento, on va tout de même atteindre une haute biodisponibilité du magnésium. En fait, cela s'explique par le processus de fabrication et de digestion du Piento. Si je voulais simplifier, on pourrait dire que le magnésium, l'oxyde de magnésium est peu assimilable parce qu'avant d'être assimilé, il doit être digéré et que cette digestion va inhiber sa propre assimilation. Dans le Piento, étant donné que nous prédigérons le magnésium, eh bien cette étape de prédigestion n'existe plus. Vous allez avoir dans le Piento du magnésium qui est sous forme Mg2+, donc des ions magnésium, qui est la forme la plus assimilable, qui va pouvoir être absorbée directement. C'est la grande différence en fait entre les produits solides et les produits liquides tels que le Piento, qui ont une forte concentration en magnésium et qui ont subi une étape de prédigestion qui permet d'augmenter la biodisponibilité du magnésium. Et c'est ainsi que, sur base des tests que nous avons menés, nous avons une biodisponibilité du magnésium extrêmement élevée, quasi maximale, puisque nous sommes à 1% du maximum, des 100%. C'est donc un niveau extrêmement haut, et tout ça est atteint grâce aux différentes étapes que nous avons mises en place pour augmenter la biodisponibilité des micronutriments que nous avons dans le Piento. Après cette troisième étape de lyse cellulaire, nous allons entrer dans la phase de concentration. Donc ici, le but, ça va être de concentrer le produit pour augmenter l'efficacité encore, pour augmenter encore un peu plus l'assimilation des principes actifs. Donc, durant les différentes étapes, nous avons cassé les molécules, nous les avons rendues plus biodisponibles, mais il reste des éléments qui ne pourront pas être absorbés. Et donc, durant cette phase de concentration, nous allons avoir une étape de filtration qui va permettre d'éliminer ces éléments pour garder uniquement ce que le corps, ce que le tube digestif va pouvoir réellement absorber. Donc, de nouveau, l'objectif de ce produit, ça va être d'aller le plus possible vers une biodisponibilité maximale. Nous allons également rajouter des extraits aromatiques de plantes, donc de fruits, de légumes, pour augmenter le pouvoir nutritionnel ou pouvoir micronutritionnel, plutôt plus exactement, de ce produit du Piento. Donc, au final, nous avons trois étapes. La fermentation, la lyse, la concentration.
et nous obtenons un produit. Ce produit, nous l'avons testé. Nous avons testé différents éléments à propos de ce produit. Nous avons notamment testé le côté antioxydant. Est-ce un bon ou un mauvais antioxydant? Déjà, nous avions la betterave qui était une source assez intéressante. Nous avons concentré entre le moment où nous avons la betterave et la fin, nous concentrons plus ou moins 50 fois la betterave. Donc il y a vraiment des étapes de concentration extrêmement importantes. Eh bien, grâce à tout ce processus, nous avons fait un test ORAC qui permet de mesurer le caractère antioxydant du produit. Et nous avons vraiment atteint des résultats extrêmement intéressants, puisque vous le voyez sur ce graphique, le Piento a des pouvoirs antioxydants supérieurs à des plantes ou des fruits comme la grenade, comme la myrtille, qui sont reconnus riches en antioxydants. Vous voyez la concentration de ce produit en nutriments, micronutriments et en antioxydants. Donc pour résumer, nous avons 3 étapes. La première étape, nous avons une phase de fermentation. Ensuite, nous avons une phase de lyse cellulaire. Et ensuite, une étape de concentration. Ces 3 étapes ont pour objectif d'avoir une série de nutriments et micronutriments hautement biodisponibles pour une efficacité maximale et une absorption la plus rapide possible. Donc c'est vraiment une sorte de super aliment, si vous voulez, si on pourrait le résumer ainsi, très très riche en nutriments, micronutriments, en éléments essentiels à notre santé. C'est ainsi que le magnésium va apporter 100% des apports journaliers recommandés en magnésium. Donc 2 cuillères à café de Piento par jour apportent 100% de magnésium, 100% de vos apports, de vos besoins en magnésium. Donc c'est quelque chose qui est très très riche. Mais on va également avoir une haute biodisponibilité dans les ingrédients. On va apporter toute une série de micronutriments. On a parlé des acides gras chimiques lourds, des acides aminés essentiels, des vitamines également qui sont produites grâce à l'étape de fermentation et qui sont conservées jusqu'à la fin de la production. Et puis enfin, on a également une super action sur le microbiote. Donc, je vous ai expliqué en introduction que le microbiote était essentiel à notre santé. Bien, le Piento va réellement augmenter la biodiversité, la diversité microbienne de votre microbiote, qui est clairement une des clés pour une bonne santé. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que les informations vous ont été utiles. Si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à nous la poser. On essaiera d'y répondre le mieux qu'on peut. Et puis, n'hésitez surtout pas à aller sur notre site internet, piento.fr. Vous avez accès à d'autres formations, d'autres vidéos sur des sujets extrêmement variés qui tournent autour de la nutrition et de la micronutrition. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. À très bientôt. Au revoir.